sommes à l'orée d'une nouvelle année 2025. Elle marquera sans doute la fin de la période de transition au Gabon avec l'organisation des élections générales, des échéances qui permettront un retour à l'ordre constitutionnel. Mais avant d'y arriver, je vous propose, mesdames et messieurs, de faire un retour, de jeter un regard dans le rétroviseur de ce qu'a constitué l'actualité en 2024. En politique, le Gabon a connu plusieurs rendez-vous du dialogue national en avril dernier à la mise en place du comité chargé de la révision du code électoral en décembre. Le CTRI a tenu son chronogramme avec notamment l'élaboration, l'adoption et la promulgation de la nouvelle constitution, mais avec un gros défi, celui du consensus. En économie, belle éclaircie, du côté des prévisions, l'État a consenti au règlement de la dette publique, payer les rappels des pensions retraites et des rappels soldes des fonctionnaires, mais à côté, le panier de la ménagère n'arrive toujours pas à se remplir. La lutte contre la vie chère demeure un goulot d'étranglement pour les autorités de la transition et côté social. Pour apporter une réponse concrète à la problématique de l'emploi, plusieurs postes budgétaires ont été créés. La Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon a été inaugurée. Plusieurs chantiers routiers sont en cours. La bourse scolaire est de retour au grand bonheur des apprenants, mais le pays demeure dans le noir. Libreville et les villes de l'intérieur du pays vivent au rythme des délestages. L'administration provisoire de la Société d'énergie et d'eau du Gabon n'a pas tenu le pari de stabiliser la desserte en électricité. À côté de cela, on parle des scandales de Faubert, de la CNAMGS, de Gab Oil, de quoi donner des nuits blanches aux autorités de la transition. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la rétro de l'actualité de l'année 2024. J'aurai du plaisir à décrypter, analyser et commenter l'actualité de cette récente année avec trois invités. Ils sont déjà avec moi sur ce plateau. Geoffroy Fumbula Libeka, député de la transition. Docteur Fortuné Matsingi-Mboula, sociopolitologue. C'est bien cela? C'est bien cela. Et à côté, monsieur Eban est là, enseignant, chercheur à l'École normale supérieure et par ailleurs maître assistant CAMES en philosophie politique. Messieurs, bienvenue dans la rétro de l'actualité de 2024. Merci. Qui commence d'ailleurs juste après la transition. Après le référendum donnant le oui vainqueur avec plus de 91% des voix, le président de la République a signé l'acte de promulgation de la nouvelle Constitution le 19 décembre 2024. Ce nouveau texte donne au Gabon de rentrer dans la 5e République. Retour sur cette grande actualité et on se retrouve juste derrière. La notion de 5e République fait référence à une nouvelle organisation institutionnelle, souvent marquée par une révision ou une réécriture de la Constitution. Ce modèle s'inspire largement du concept initié par la France en 1958, mais dans le contexte gabonais, il prend des spécificités propres liées aux réalités sociopolitiques du pays. L'adoption de ce statut s'inscrit dans la volonté de refonder les bases de la gouvernance avec des objectifs clairs. Renforcer la séparation des pouvoirs, améliorer la transparence institutionnelle et garantir une meilleure représentativité politique. Ce changement intervient dans un contexte de renouvellement des pratiques politiques initié par les autorités de transition et salué par une partie de la population comme une avancée démocratique. Le Gabon a traversé ces dernières années une série de crises politiques et sociales ayant mis en lumière les limites de la 4e République. Les défis liés à la gouvernance, à la concentration du pouvoir entre les mains de l'exécutif, ainsi qu'à une faible participation citoyenne, ont créé un besoin de réforme. Avec la 5e République, les réformes visent notamment à rééquilibrer les pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, renforcer les mécanismes de contrôle démocratique, promouvoir une participation citoyenne plus active. La 5e République gabonaise introduit plusieurs changements clés. Un nouveau cadre constitutionnel, une nouvelle constitution a été adoptée, prenant en compte des révisions importantes pour garantir l'indépendance des institutions. Des réformes électorales, le mode de scrutin et les conditions d'éligibilité ont été ajustés pour encourager une compétition politique plus équitable. Un rôle accru des citoyens. La nouvelle République prône une plus grande inclusion des populations dans les processus décisionnels. Si cette transition est porteuse d'espoir, elle n'est pas sans défi. La mise en œuvre des réformes annoncées demandera des efforts importants en matière d'éducation civique, de renforcement des capacités institutionnelles et de lutte contre la corruption. Messieurs, on aura l'occasion de revenir sur cette cérémonie de promulgation de la nouvelle Constitution, mais déjà d'entrée de jeu, comment avez-vous vécu cette année riche en actualité? Monsieur Geoffroy. C'était une année positive parce qu'en fait, c'est la toute première
le tout premier exercice de la transition. Ne perdons pas de vue que le CITRI a pris le pouvoir au mois de septembre, quasiment en fin d'exercice 2023, et que le premier véritable exercice du CITRI, c'est 2024. Et ça a été une année assez mouvementée dans le cadre de la mise en œuvre de plusieurs réformes et de plusieurs actions et projets également qui ont vu le jour, tant sur le plan social, mais surtout en matière d'infrastructure. La différence avec M. Foumbula, c'est que lui, il est député de la transition, il l'a vécu d'une certaine façon, mais vous, messieurs, vous observez un peu cette transition de l'extérieur et vos avis comptent également. Comment vous l'avez vécu cette année 2024, M. Eban? Alors, je l'ai vécu comme tout Gabonais, gagné par la liesse populaire qui a survenu au lendemain du coup de la délibération. Et je le vis continuellement sous de meilleurs auspices parce que cette année également a inauguré une nouvelle ère et du coup elle a été marquée par une certaine certitude et une certaine confiance qui s'est installée aussi bien chez moi et je l'imagine que chez la majorité des Gabonais, avec l'idée qu'à terme et peut-être dans les années à venir, à très court terme, les choses vont s'améliorer davantage, mieux qu'autrefois. Donc ça a été une année pleine d'espoir, une année de confiance renouvelée, de confiance qui renaît, une année de certitude sur le futur du pays, sur le futur de la citoyenneté, des habitants de la nation, et voilà. Alors, M. Matiengui Mboula, au lendemain du 30 août, on voyait l'enthousiasme des populations gabonaises. Ensuite, durant cette année, il y a quand même eu un relâchement par rapport à la réalité qui nous a un peu rattrapés. Est-ce que vous êtes plutôt resté optimiste ou vous émettez quand même quelques craintes? Merci Mme Biyogo de me donner la parole. Disons que de façon générale, je reste optimiste. De façon générale, même si, vous l'avez dit vous-même, la réalité nous rattrape toujours, et la réalité nous demande de conjuguer beaucoup d'efforts, de conjuguer beaucoup de raisons, de conjuguer beaucoup d'empathie. Et vous voyez, toute cette sauce fera en sorte que le Gabon puisse tourner vers l'avant, comme le veut le CETERI. Hein, c'est pour répondre un peu à votre première question, lorsque vous l'avez posée aux compatriotes ici. On rentre en 2024 en sachant que la veille, on a eu une grande conjoncture politique qu'on a appelée le coup d'État et pour certains le coup de libération. Oui. Et cette conjoncture nous demande, nous invite, nous commande même à regarder vers l'avenir. Et c'est cet avenir que nous cherchons à construire tous ensemble, même si la réalité sociale, on en parlera, le chômage, qui est vraiment une épine dorsale. Oui. Dans les pays du Gabon, est là pour nous rappeler qu'il faut conjuguer beaucoup d'efforts. Là, il faut vraiment être innovant. Il faut être innovant dans tous les secteurs. Il faut être créatif pour sortir le Gabon de ses difficultés et pour tourner vers l'avenir, comme le veut le CETERI, mais pas que le CETERI, comme le souhaitent toutes les populations gabonaises, dans leur ensemble. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Il y aura effectivement 3 grands pans que nous allons soulever tout au long de cette émission qui durera seulement une cinquantaine de minutes. Messieurs, le pan politique, celui lié à l'économie, mais également le social dont vous parliez déjà, docteur. Les grands rendez-vous politiques de l'année 2024, on a vu le dialogue en avril dernier, vous étiez certainement là. Ensuite, il y a eu l'élaboration de la Constitution, la phase d'adoption avec le référendum en novembre dernier, et puis la promulgation. Quelles sont les grandes leçons que l'on pourrait retenir de ces grands rendez-vous politiques? Monsieur Foumbula. Le dialogue en soi était un grand rendez-vous en ce sens qu'il a quand même été particulier dans sa mise en œuvre par rapport au précédent dialogue. Le caractère inclusif, personne ne peut le remettre en cause. Le fait le démontre à suffisance. L'inclusivité s'est poursuivie jusqu'au niveau des travaux de la constituante. Mais surtout, l'acte fort a été l'adoption des résolutions, sinon des orientations de ce dialogue en ce qui est de la Constitution, une adoption par référendum. Quand on sait que le dernier référendum que le Gabon ait connu date quand même de
95. Donc, vous voyez, pratiquement 30 ans Après. Oui. On a un nouveau référendum. Quand on sait qu'entre 1995 et 2023, combien de révisions de notre Constitution se sont faites sans pour autant même avoir l'avis de la population. Donc ça a été un acte fort. Mais ce que j'ai également perçu comme acte fort, c'est le fait que beaucoup de langues se sont déliées et que j'ai eu le sentiment pendant cette année de vivre en fait ce que c'est la politique, où les acteurs politiques peuvent s'exprimer en toute liberté. Je prends un cas simple. Si on prend le cas du PDG, le PDG, on a vu une partie des membres du PDG militaient pour le oui, mais pendant qu'au même moment, dans le même parti politique, on avait d'autres acteurs qui ont créé leur plateforme pour militer en faveur du non, sans pour autant que ces derniers ne soient exclus du parti. Donc ce sont des signaux assez forts en matière de vitalité démocratique, et on peut mettre cela au crédit, justement, des autorités de la transition. Et c'est pour quand même c'est souvent incompris par certains quand je dis la nôtre, elle est un peu plus démocratique que plusieurs autres, simplement parce que notre transition a quand même ceci de particulier, c'est que les gens peuvent s'exprimer comme ils veulent. On a vu des compatriotes pendant l'année 2024 aller déposer même des requêtes à la Cour pour demander la destitution d'un président qui a pris le pouvoir par les armes. Je mets souvent les gens à défi, citez-moi un seul pays en transition, on peut avoir des citoyens qui peuvent se permettre de poser tel acte et ne pas être inquiétés, venir, repartir. Donc c'est quelque chose d'assez particulier. Et je prie simplement que cette dynamique soit maintenue lorsqu'on va revenir à l'ordre constitutionnel de façon à ce que le président qui sera élu ne puisse pas changer ces codes-là insufflés par les autorités de la transition. On entend bien, M. Eban est là, le chronogramme de la transition, il est tenu par les autorités, mais est-ce que pour autant, il n'y a pas des choses à redire? Est-ce qu'on n'a pas remarqué des insuffisances dans l'organisation, par exemple, du dialogue? Il y a beaucoup qui ont émis des réserves en disant, oui, ils auraient voulu prendre part, surtout les acteurs politiques d'un certain rang. On a par exemple M. Pierre Claver Maranga Moussavou qui a toujours dénoncé le caractère non inclusif de ce dialogue dont M. Fungula, c'est vrai qu'il n'est pas là sur ce plateau, mais quand même son avis compte également en tant que Gabonais. Il y a également l'organisation finalement du référendum aussi qui a fait soulever beaucoup de questions dans l'opinion avec le ministère de l'Intérieur qui revient au devant de la scène avec quelques insuffisances notées ici et là. Pour vous, comment vous les avez vécus ces rendez-vous et surtout quelles sont les leçons qu'on peut en tirer? Alors, première leçon que je retiens, c'est ce changement de cap en direction de la démocratie. Nous sortons d'un passé politique qui était particulièrement caractérisé par ce qu'il est convenu d'appeler en philosophie politique la démocrature, la contamination de la démocratie par la dictature. Et donc, cette année 2024 a opéré cette transaction, ce transfert, ce changement de cap en direction d'une démocratie qui se veut davantage et désormais aujourd'hui participative, la démocratie délibérative. Pour la première fois, on a vu le peuple être associé aux grandes décisions qui engagent la vie de la nation, le destin de la communauté, le destin de la citoyenneté, le destin de la population. Et le peuple lui-même s'est senti, comme je venais de le dire, impliqué, et ça a donné lieu à ce qu'il est convenu d'appeler l'autolégislation. Le peuple est devenu lui-même non seulement le destinataire de la loi, et je dirais le destinataire de la Constitution, mais également l'auteur de cette Constitution, d'où l'importance du vote référendaire. La consultation du peuple pour décider de la Constitution sous laquelle il entend organiser sa vie communautaire, sa vie civile, est également un élément très important qui participe de ce principe de la délibération en démocratie, de ce principe de la participation. Et la deuxième leçon que je retiens, c'est justement l'importance de ce qu'il est convenu d'appeler le changement en politique. Après un certain nombre d'années, après un certain nombre de temps, après une certaine ère, il faut bien pouvoir passer à autre chose. Est-ce que selon vous, on assiste à l'émergence, par exemple, d'une nouvelle classe politique avec tous ces événements? Alors, pour le moment, il est difficile de parler de politique au sens propre du terme. Oui.
le niveau d'engagement citoyen qui a été celui que nous avons observé jusque-là est un engagement particulièrement civil. Les acteurs que nous avons vus s'illustrer, se manifester, ne sont pas véritablement des hommes politiques à proprement parler. Ce sont des parties prenantes au débat qui a été engagé, qui a été initié depuis le référendum et qui s'est soldé par, depuis le dialogue national inclusif et qui s'est soldé par le référendum. Mais maintenant, sur des plateaux de télévision, il est apparu quand même des visages nouveaux, des figures relativement que l'on peut considérer comme de plus en plus significatives, qui s'affirment sur la scène de la démocratie au Gabon. Et on peut garder à l'espoir que ces nouvelles figures qui émergent peuvent à l'avenir participer de cette émergence d'une nouvelle classe politique au Gabon. Il y a eu le peuple en amont, pendant et après, comme l'a dit M. Eban est là, en amont avec les contributions et le dialogue, pendant avec l'élaboration de ce texte qui est passé par le comité constitutionnel, l'Assemblée constituante et finalement adopté en référendum. Il y a eu cet acte de promulgation, M. Matiengui, signé par le président de la République. Une cérémonie empreinte de symboles. C'était bien de voir finalement un ancien vice-président comme Diop qui l'a relevé. On peut faire finalement du neuf avec du vieux, une célèbre phrase qu'on avait eu l'habitude d'écouter un peu dans le sens contraire. Aujourd'hui, le Gabon entre dans la 5e République, mais il y a quand même la question qui s'est posée et qui continue quand même d'alimenter l'opinion, c'est l'entrée en vigueur de cette nouvelle constitution. Il y a certes ces dispositions transitoires, mais une loi, on l'a toujours appris, quand elle est promulguée, elle entre en vigueur. Pourquoi avoir voulu qu'elle entre en vigueur de façon à différents niveaux? Pourquoi ne pas simplement la promulguer, on la faisait rentrer en vigueur et on annulait la charte, on la mettait de côté? Mais, Madame, pour le moment, on ne peut pas encore annuler la charte parce que la charte conduit la transition. La transition est un chronogramme bien établi et à la fin de ce chronogramme, justement, la charte peut se mettre de côté et la Constitution peut maintenant rentrer en vigueur. Donc, suivons d'abord le chronogramme. Je crois que les autorités du CTRI sont en train de respecter ce chronogramme. À la fin de cette transition, la Constitution rentrera en vigueur. Et là, elle s'appliquera à tout le monde. Mais vraiment à tout le monde. Donc, toutes les élections politiques qui vont suivre l'après-transition seront sous la houlette de cette Constitution. Donc, Madame, à ce niveau, ne vous inquiétez pas. Je crois que les autorités de la transition sont en train de faire vite, très vite. Ça, c'est de 1. De 2, sur le plan de la sociologie politique, on a écouté M. Eban est là, qui dit qu'effectivement, on voit de nouveaux visages. Oui. On remarque un peu qu'on a l'impression de revivre 91. Après 91, on a assisté à l'émergence de plusieurs nouveaux visages, de plusieurs nouveaux acteurs. Est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi d'assister à ce qui a suivi 91 ? Pourquoi voulez-vous que les choses se ressemblent? Comparaison n'est pas raison, madame. C'est à chacun de prendre ses responsabilités et de s'asseoir, mais vraiment de s'ancrer dans la vie politique. Votre question, quand vous dites est-ce qu'il y a un renouvellement des élites politiques? Oui, il y a un renouvellement. Bon, ne serait-ce que par le fait naturel de l'âge, de la mort politique et même la mort biologique. Les générations vont se renouveler. Les nouveaux visages qui sont en train d'émerger, au fur et à mesure, vont prendre place pour remplacer les anciens visages. On va toujours tenir compte du vieux, pour le relier au neuf. Mais au fur et à mesure, naturellement, il y aura forcément un passage de témoins. Tous les visages que vous voyez actuellement, même s'ils viennent de la société civile, certains de la société politique, vont former un moule et ils vont constituer la future élite politique demain. Ne pensez pas qu'il y a une génération spontanée qui va arriver. La société civile, la société politique, le fossé n'est vraiment pas très grand, vous savez. On part d'une société à une autre facilement. Mais en fait, la société politique, c'est la société civile autant pour moi. C'est la société politique en termes ne serait-ce de compte pouvoir, où la société civile demande à la société politique de faire un peu plus attention à ses actes. Mais c'est la politique, la société civile. En termes de contre-pouvoir, un peu. En termes de contre-pouvoir. Et si on regarde l'évolution de la nation, avant de revenir à l'honorable Foumbula,
Quand on regarde un peu les différentes étapes de la vie de la nation au Gabon, on a eu les indépendances, très belle période, ensuite on est rentré dans le monopartisme, et puis cette belle période de 90 avec l'entrée dans la démocratie aujourd'hui en 2024. Vous, en tant que sociologue politique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour éviter de retomber, comme je le disais, dans les travers qu'on a connus par le passé, pour avoir ce Gabon qu'on construit finalement et qui est construit sur des bases un peu plus solides que par le passé? Très simple. Démocratie, responsabilité, équité. Dès qu'on a la démocratie, et là le CETERI nous a lancé, la constitution qui vient d'être promulguée est l'une des constitutions les plus discutées de façon démocratique au Gabon. Vous prenez le processus du dialogue, de la constituante, du référendum, la promulgation, le oui, le non, tout ça, c'est la démocratie exprimée. Oui. Et jusqu'à la promulgation, jamais une constitution n'a été discutée et écrite avec autant de discussions. Là, nous sommes passés par la voie référendaire pour l'entériner, mais souvent c'était la voie parlementaire. Donc nous avons gagné en démocratie. Alors, au cœur, nous voyons qu'il y a des affaires qui troublent un peu la vie politique. Le CETERI est en train de prendre des mesures pour essayer d'assainir, moraliser la vie politique. On souhaite que cela puisse continuer. Et à la fin, le fruit des richesses nationales, on en parlera lorsqu'on fera Watch à l'économie, doivent être distribués de façon équitable. Et dès qu'on a cela, madame, vous verrez, tous les remous sociaux que nous vivons vont s'épaissir. Tous les remous vont s'épaissir. Monsieur, bon, il y a quand même une forte actualité aussi. On a remarqué le président de la transition déjà, à la veille du référendum, dire qu'il était le président de tous les Gabonais, que ceux qui étaient en faveur du oui, comme pour ceux qui étaient en faveur du non. À l'issue de ce bel exercice, il a reçu plusieurs au Palais du bord de mer, récemment les partisans du non. Qu'est-ce que cela peut représenter pour l'avenir? Premièrement, ça témoigne de la volonté et de toute la détermination et même la disposition d'esprit du président de la République à faire preuve de démocratie. Le président de la République cultive davantage la participation, l'inclusion. Il s'interdit d'observer des comportements qui pourraient davantage occasionner de la frustration et de l'exclusion. Et à partir de ce moment-là, dès lors que tout le monde se sent impliqué, tout le monde pourra y mettre du sien pour que la démocratie soit finalement la seule véritable gagnante dans l'affaire. On est prêt aujourd'hui à entendre les partisans du oui, à entendre les partisans du non, puisqu'il l'avait précisé, il n'y a plus de parti au pouvoir, il n'y a plus d'opposition. Nous sommes en période de transition. Geoffroy Fumboula, pour terminer cette première partie, et on va faire rapidement un dernier tour de table, il y a la Commission nationale de révision du code électoral qui a été mise en place, le redécoupage électoral, le toilettage du fichier électoral, et plusieurs autres points sont les grandes attentes de cette réforme-là. Est-ce que vous avez des attentes, vous, en tant qu'acteur de la société civile, mais également en tant que député, pour voir dans le nouveau code électoral? Oui, les attentes, nous les avons toujours exprimées. Et d'ailleurs, en 2023, nous avons fourni au niveau de l'accord constitutionnel et au niveau du ministère de l'Intérieur en ce temps, une proposition de code électoral qui était la réflexion des acteurs de la société civile. C'était une contribution. Et nous sommes rassurés parce qu'on a également certains acteurs qui sont dans cette commission. On a des jeunes également avec qui nous avons porté cette réflexion. On a, par exemple, ma collègue, l'honorable Elsa, Rituel Boukandou, qui y est. On a d'autres acteurs, des enseignants et autres qui y sont. Même donc, des anciens journalistes. Des anciens journalistes également. Donc on profite de ces ouvertures-là pour essayer à travers eux d'intégrer dans le futur code électoral ce qui paraît être des urgences, des gages également de transparence et de démocratie. À côté de ça, il faut comprendre que le code électoral, on doit le distinguer de la loi électorale. Parce que le code électoral, c'est plusieurs textes. Oui. On a des textes législatifs, la loi sur l'organisation générale des élections, la 7/2001,
96, on a la loi spéciale sur l'élection du président de la République, on a la loi spéciale sur l'élection des députés, la loi spéciale sur l'élection des conseillers municipaux et la loi spéciale sur l'élection des sénateurs. Accompagné de cette, on a des textes réglementaires, notamment ceux qui définissent la nature du bulletin de vote et tout ça. Mais je crois qu'en l'espèce, au regard des dispositions et des mécanismes mis en place, il se peut que le code électoral la révision actuelle du code électoral ne porte que sur la loi spéciale, sur l'élection du président de la République et la loi sur l'organisation générale des élections, simplement parce que s'il nous faut toucher à la loi spéciale sur l'organisation de l'élection des députés, il faut toucher à l'article 2. C'est cet article qui définit le nombre de sièges. Or, en perspective, on a un redécoupage électoral qui se doit quand même de faire l'objet d'un travail scientifique afin qu'on puisse tous s'accorder. Mais bon, ce qui est sûr et certain, on l'espère, c'est que le texte passera par l'Assemblée nationale de transition et le Sénat de transition pour qu'à côté de ça, on puisse apporter nos contributions. En 30 secondes, si vous le permettez, je vais revenir justement sur le débat en rapport avec le chevauchement des textes, la nouvelle constitution qui a été promulguée, la charte de la transition. Le professeur l'a dit, la charte encadre la période de transition. Et d'ailleurs, dans un des articles de la charte, il est clairement dit que la Constitution vient compléter ce que ne dit pas la charte. Et en ce sens, en cas de contrariété entre la Constitution et la charte, qui doit prévaloir? C'est la charte qui prévaut. Parce que nous sommes dans cette période d'exercice. Puisque, nous le savons, la Constitution est la mère de toutes les lois. La charte est venue bouleverser la hiérarchie des normes. En période de transition, elle se situe comme étant le texte sur la norme supérieure au-dessus de la Constitution de 91. Parce qu'à cause de caractère exceptionnel. Mais lorsqu'on va revenir à l'ordre constitutionnel, la Constitution va reprendre effectivement son droit en devenant le texte qui est de norme supérieure. Et en l'espèce, la Constitution a été promulguée, certes, mais ne perdons pas de vue que c'est la charte qui nous oriente. Et cette charte, elle est claire. C'est la Constitution de 91 qui vient compléter cette charte-là. Finalement, peut-être que la promulgation... on aura peut-être pour terminer cette première partie avec la Constitution de 91, la nouvelle Constitution, la charte de la transition. Je suis totalement d'avis parce que même je fais partie de ceux qui avaient déjà porté une réflexion dessus et attiré l'attention sur peut-être le caractère non urgent de la promulgation. La promulgation, finalement. Peut-être que la promulgation là a été pour faire en sorte que les dispositions relatives à l'élection du président de la République, qui font partie des dispositions transitoires, soient prises en compte, peut-être, par ceux qui sont présentement en train de réviser le code électoral, d'autant plus que dans cette révision, il faudra qu'ils traitent de la question de la loi spéciale sur l'organisation de l'élection du président de la République. Merci à vous. Geoffroy Fumboula Libeka, je rappelle que vous êtes député de la transition. Avec vous, ou juste à vos côtés, il y avait M. Ebanela, qui est maître assistant CAMES, c'est par ailleurs enseignant à l'école normale supérieure. Il y a également Dr Mathiengi Mboula, qui est sociologue politique ou sociopolitologue, c'est selon. Merci à vous trois. La première partie de cette rétro de l'actualité est déjà terminée. Deuxième partie de cette rétro de l'actualité. Et je suis toujours avec mes trois invités, Geoffroy Fumboula Libeka, M. Ebanela et Dr Fortuné Mathiengi Mboula, qui m'accompagnent pour revisiter avec vous, chers téléspectateurs, les faits poignants de l'année 2024. Et du côté de l'économie, l'attente a été certes longue, mais elle a fini par porter du fruit. 28 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe décaissée pour le paiement des rappels des pensions retraite, des pensions arrimées au nouveau système de rémunération et revalorisées selon les autorités de la transition. D'un autre côté, un peu plus de 36 milliards ont été décaissés pour le paiement des rappels soldes. Au total, plus de 37 000 agents ont été payés, parmi lesquels plus de 28 000 sont en activité, 7 061 sont en fin de service et 1 338 ayant droit d'agents décédés. Retour sur cette actualité et on se retrouve juste derrière.
Chose promise, chose due. Comme annoncé par le président de la transition, ce 12 novembre 2024, les agents publics gabonais ont perçu leur rappel solde. Bon, c'est vrai que quand on attendait, si on attend 12 millions et qu'on a 1 million 300 ou si on attend 10 millions et qu'on a 1 million 300, ça fait mal. Mais en même temps, il faut reconnaître que c'est un effort qui est fait. Parce qu'on était véritablement dans un tunnel où on ne savait pas où on allait. Il y a trop d'efforts qui ont été faits, moi je pense. Maintenant que ça commence à aller, on ne peut que dire merci. Le président de la République, c'est un homme de parole. Néanmoins, certains agents sont mécontents du processus du paiement. Ils font du n'importe quoi. Aujourd'hui, le jour J est arrivé. Quand on va à la porte au guichet, on interroge les matricules. Autant on n'est pas sorti. Donc j'attire l'attention du président que lui-même il fasse vérification faite. Parce qu'il y a un désordre qui se passe là. Et il n'est pas au courant de ça. On va lui dire que les rappels sont payés alors que les rappels ne sont pas payés. Le président de la République est venu pour restaurer les institutions. En restaurant les institutions, c'est restaurer aussi la dignité des Gabonais. Les rappels ont été payés au hasard. Ils ont choisi leur personne pour payer des rappels. Notons que pour cette première partie de paiement de rappel de solde, c'est une enveloppe de 35 milliards de francs CFA qui a été allouée par le chef de l'État pour les 40 000 dossiers retenus, dont 35 000 concernés. Les agents qui ont moins d'1 million de francs CFA de rappel percevront l'intégralité de la somme et ceux ayant plus d'1 million de francs CFA de rappel seront partiellement réglés. Alors on parle d'économie, messieurs, avec les rappels soldes, les rappels des pensions retraites, mais j'aimerais qu'on parle d'abord de la dette. C'est une question qui est importante et durant toute cette année, on a vu des rebondissements dans cette actualité. Quand elles sont arrivées, les autorités de la transition ont rassuré en disant qu'elles allaient apurer cette dette publique. Mais selon les prévisions du Fonds monétaire international, la dette gabonaise pourrait encore s'aggraver, passant de 73% à 70% du PIB entre 2024 et 2025. Comment cela peut-il s'expliquer, monsieur le député de la transition, et surtout peut-être rassurer aussi l'opinion. Quand on dit dette, est-ce que ça veut dire que ça va mal dans l'économie ou est-ce que la dette peut aussi avoir un caractère qui rassure? Mais la dette n'est pas mauvaise en soi. Les pays les plus endettés, vous avez les États-Unis, vous avez la France, ce n'est pas pour autant, par exemple, que ces pays se portent si mal que ça. La dette, elle a tout son sens lorsqu'elle est fructueuse, lorsqu'on emprunte pour créer de la valeur et de la richesse. Or, ce qui se passe, c'est qu'en 2009, on avait une dette qui tournait autour de 1300 milliards. Et en 2023, quand les autorités de la transition arrivent, une somme autour de 7200 milliards. Donc, on a contracté plus de 5000 milliards de dettes. Mais est-ce que cette dette a été fructueuse? Non, elle a été une dette stérile parce qu'elle n'a rien produit. Elle s'est vaporisée dans l'air. Si elle avait été une dette fructueuse, les autorités de la transition n'auraient pas autant de mal aujourd'hui et de pression à répondre aux obligations du Gabon parce que cette dette n'a pas été contractée au nom de ceux qui étaient dans le système précédent. Cette dette a été contractée au nom de la République gabonaise. Donc toute personne qui prend le contrôle de cette République, que cela soit un régime de transition ou non, est tenue de rembourser cette dette. Les autorités de la transition, on peut le lire chaque jour dans les différents textes financiers, la loi de finances et autres, se battent. Ils ont réussi ce challenge jusqu'à présent, à ce que cette dette-là ne puisse pas croître. On va dire qu'elle est stable pour le moment. Est-ce qu'elle est prise en compte dans la nouvelle loi des finances? Toujours, on n'a pas le choix. Mais on a encore allé plus loin parce que vous voyez, dans cette situation, vous l'avez rappelé, malgré cette tension au niveau de la dette, on arrive quand même à payer des rappels. On arrive quand même à régulariser des situations administratives. Dans la loi de finances 2025, on a par exemple la masse salariale qui est passée de 700 milliards à 800 milliards. Ce n'est pas tant qu'on a augmenté le nombre de fonctionnaires, mais on a régularisé des situations de plusieurs de ceux qui existaient déjà. Vous avez parlé des rappels. Dans la loi de finances 2024, on était à 18 milliards, mais c'est 28. Oui, 28 milliards pour les pensions, 36 milliards pour les rappels soldes. Oui, donc on est mal au-delà des prévisions parce que les autorités de la transition ont peut-être eu à cœur de prioriser les aspects sociaux, même si nous, en tant que techniciens,
on est toujours là pour rappeler que le plafond, Oui. c'était de 18 milliards. Oui. Quand vous arrivez à 28 milliards, c'est trop. Mais bon, ce sont des risques Et là, à pour la prendre nouvelle pour loi répondre. des finances, est-ce qu'on tient compte du fait que les autorités l'ont dit, on paye une première tranche cette année, l'année prochaine, les deuxièmes tranches, et pour les pensions et pour les rappels soldes, est-ce que... C'est la même approche Oui. qui est maintenue dans la loi de finances, tant pour les fonctionnaires que, par exemple, pour les épargnants de la Poste-Banque, Qui sont nombreux à qui, attendre depuis 10 ans, toujours. n'avaient jamais eu une inscription budgétaire dans Oui. aucune loi de finances au cours des 10 dernières années. Ça y est, aujourd'hui, c'est considéré... Aujourd'hui, déjà en 2024, quand les autorités de la transition arrivent, il y a 10 milliards Oui. qui sont arrêtés dans la loi de finances pour morceler le paiement, si on peut le dire comme tel, de cette pension, qu'il faut le rappeler, c'est 41 milliards, dont 31 milliards pour les épargnants. Je présume que les 10 autres milliards, c'est pour les personnes morales, les entreprises et tout ce qui va avec. Donc, sur les 31 milliards des épargnants, 10 milliards en 2024, vous avez pu lire sur les réseaux et sur les plateformes officielles ce courrier du ministre de l'économie, Oui. invitant le ministre, son collègue des finances, à mettre en œuvre tous les mécanismes pour que Ce qui vient rassurer les épargnants de la Poste qui se Oui, posaient des c'est- questions, effectivement, sur... dans la loi de finances 2025, l'effectivité à de côté ce des 10 paiement. milliards de 2024, on a Oui. 11 milliards de prévus pour la loi de finances 2025. Ce qui veut dire que sur les 31 milliards de dettes des épargnants, la loi de finances 2024 et 2025 s'engage à régler 21 milliards sur les 31 milliards. Alors que sur les 10 dernières années, on n'avait jamais eu une inscription, même d'un franc, pour vouloir engager cet effort-là de rembourser les différents épargnants. Mais ça également, c'est un problème de communication. Oui. Les éléments sont là et bon, ce n'est pas à nous de communiquer pour le compte de l'exécutif. En réalité. Mais en tant que représentant du peuple, peuple. quand on a une information, même si c'est en transition, Il faut la donner. je profite de cette opportunité justement pour la donner. Les bien éléments sûr. sont là, c'est vérifiable, c'est réaliste. Et merci beaucoup, Monsieur Eban. 21 milliards pour les épargnants de la Poste Banque, c'est pas rien, même s'ils attendent de passer à la caisse, parce que c'est finalement à ce moment-là qu'on peut jauger, oui, de la satisfaction ou pas. À côté, il y a eu, comme je le disais déjà, le paiement des rappels soldes et des pensions retraites, 28 milliards pour les pensions retraites, 36 milliards pour les rappels soldes. Est-ce qu'il faut considérer les efforts consentis ou mettre quand même le doigt sur les manquements? On a vu certains fonctionnaires, agents de l'État, se lever en disant qu'ils n'ont pas été pris en compte. On a vu certains dire que oui, mais ce n'était pas le dû qu'ils attendaient. Comment il faut analyser cette situation? Je pense que ce qu'il faut considérer, ce ne sont pas les manquements. Il ne faut pas non plus se montrer trop pessimiste par rapport aux efforts fournis par le gouvernement gabonais en situation de transition politique. Donc ce qu'il faut considérer, ce sont les efforts. L'État fournit beaucoup d'efforts pour essayer de régler un certain nombre de situations qui ne sont pas imputables à sa responsabilité, mais qu'il hérite d'une situation que l'on peut qualifier de gabégique et qui est antérieure à la transition politique au Gabon. Donc je pense que ce qui est fourni actuellement en termes d'efforts, aussi bien du point de vue du paiement des rappels soldes, qui ne sont pas à terme parce que ça va continuer, que du point de vue du règlement de la dette relative... oui, la dette publique. La dette publique et même la question relative à la Poste. dette à la Poste, c'est de gros efforts qu'il faut prendre en compte et qu'il faut mesurer à leur juste valeur. Alors ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que cela mérite d'être salué et souligné avec vigueur et avec force parce que la dette publique, c'est également caractérisé par le fait des emprunts accumulés pendant plusieurs années et qui n'ont pas fait l'objet d'un remboursement. La dette publique est également causée par ce qu'on peut appeler la gabegie financière. Lorsque les deniers de l'État sont dilapidés, gaspillés ou lorsqu'ils prennent d'autres directions plutôt que des directions qui contribuent aux investissements, au développement et au progrès de la nation. Donc lorsque nous avons la chance d'avoir, comme aujourd'hui, un gouvernement qui se caractérise par un certain sens de responsabilité dans la gestion financière, dans la gestion de l'économie, je pense qu'il faut davantage saluer et être optimiste sur ce que l'avenir peut être davantage beaucoup plus prometteur et se placer sous le sceau de beaucoup plus de certitude.
Monsieur Matiengui, oui, il y a cette dette qui est utile, comme disait Monsieur Fumboula. Oui, il y a cette volonté de juguler finalement tout ce qui est comme gabégie financière, etc., par les autorités de la transition. Mais il y a tellement d'attentes au niveau social et que les autorités vont encore emprunter, vont encore endetter. Est-ce qu'il n'y a pas finalement ce risque de surendettement et ce risque de voir la barre passer au rouge finalement pour le Gabon, qui pourrait inquiéter? D'ailleurs, il y a la sonnette d'alarme qui a été tirée, je le disais déjà, par le FMI il y a quelques jours, mais aussi il y a quelques mois, certaines institutions s'inquiétaient. Est-ce que finalement le fait de respecter le chronogramme d'un point de vue politique, mais côté règlement de la dette, ça patine un peu? Est-ce que finalement il n'y a pas un déséquilibre entre les deux? Faut s'alarmer. Parce que la dette est en train de prendre des proportions inquiétantes, mais il ne faut pas aussi s'alarmer. Monsieur Fumboula l'a dit, tous les pays du monde s'endettent, et les pays les plus endettés, en tout cas ce n'est pas le Gabon, ce sont les États-Unis et la France. Et pourtant ils se portent bien. Les pays les plus développés. Ce sont les pays les plus développés. Le problème de la dette, je veux d'abord aller sur quelques chiffres pour être un peu plus précis. Je crois que c'est actuellement 7 100 milliards, sinon 7 200. Ça, c'est la dette publique. Oui. Dette extérieure, nous sommes à peu près à 4 490 milliards. Dette intérieure, 2 630 milliards par là. Bien. Mais, ça, M. Fumboula l'a dit, les autorités de la transition ont quand même eu à cœur d'essayer de plonger un peu la dette intérieure en payant des rappels, en payant des... il y a eu des rappels. Des rappels des pensions retraite, des pensions. Oui. Mais ils ont bien fait. Parce que les clignotants sociaux étaient au rouge. Tout pouvait exploser. Ils ont d'abord bien fait de calmer. Même si dans la répartition, vous l'avez dit, tout le monde n'a pas eu ce qu'il fallait. Moi, je suis l'exemple. Mais bon, je ne veux pas le dire à la télévision. Mais c'est bien de le dire aussi. Je travaille depuis 2007-2008. Je n'ai jamais eu mon rappel. Ils m'ont viré, je ne sais pas, excusez-moi du terme, je ne veux pas le dire comme ça. Bon, oui, des choses vraiment très insignifiantes, mais j'aurai l'occasion d'en discuter. Ce n'est pas bien grave, j'aurai l'occasion d'en discuter plus tard. Au moins, ils ont eu le souci de donner un tout petit peu en tout à chacun pour essayer d'asseoir cette bombe sociale qui est en train d'exploser. Oui. Mais l'OCTRI hérite d'un passif. Ce n'est pas l'OCTRI, sur le plan institutionnel du moins, qui a créé ce fossé. Mais comme l'OCTRI a pris le pouvoir, l'OCTRI est obligé d'assumer. Oui. Mais assumer, c'est prendre des décisions. Donc il y a une décision sociale, mais c'est tant mieux. Par contre, mais il faut aussi dire que l'OCTRI paye aussi sa dette. Parce que je crois qu'il y a 830 milliards, sinon 900 milliards de payés, avec des intérêts qui grossissent aussi. L'OCTRI a à cœur de payer sa dette pour rassurer les partenaires internationaux. Oui, donc il y a à peu près, vraiment grosso modo, 1000 milliards de payés entre 2023 et 2024. Grosso modo. Mais je proposerai une piste. Et ça, les économistes vont corriger. Vont analyser, vont apprécier. Vont apprécier. L'informel au Gabon fait 40% du PIB. Notre PIB en 2023, il est de 20,5 milliards de dollars US, américains. Bon, j'ai fait un petit calcul. Et le dollar américain, actuellement, il est de 606 francs CFA, 1 dollar. Mais regardez, 40% de 600 francs, nous sommes à 5 000 milliards. Donc, notre informel nous fait perdre 5 000 milliards. Notre dette est à 7 000 milliards. Mais allons-y frapper l'informel. Si on frappe l'informel, on aura des ressources pour essayer de juguler notre dette. Mais comment on frappe l'informel? Avec quels outils? Et là, les économistes, les sociologues, je ne vais pas vous apporter une recette toute faite là maintenant. Les économistes, les sociologues, en tout cas, tous ceux qui peuvent dire quelque chose. C'est une question transversale, effectivement. Transversale, sur l'informel, doivent s'asseoir. Mais pourquoi pas? On peut essayer d'ouvrir une sorte d'observatoire sur l'informel au Gabon.
Je parle d'observatoire, c'est-à-dire avec toutes les intelligences. Oui. Allons-y attaquer l'informel. On l'entend bien, M. Matiegui. Il y a, pour finir cette partie sur l'économie, avant de s'attaquer au social, rapidement, messieurs, la lutte contre la vie chère. On a vu, depuis les gouvernements précédents, plusieurs mercuriales se succéder. Et là, je vais vous poser la question parce que vous le vivez au quotidien, vous également, pas que monsieur le député. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution pour lutter contre la vie chère au Gabon? En période de fête, les prix ont explosé. C'est devenu difficile pour beaucoup de ménages gabonais. Et aujourd'hui, à côté, oui, on en parlera dans le social, la question de l'emploi ou du chômage est encore une problématique. Beaucoup de foyers n'ont pas d'emploi. Comment on fait pour s'acheter de quoi manger matin, midi, soir quand les prix ne font qu'exploser? Vous pouvez répondre. Oui. Je vais peut-être continuer. Oui, monsieur Matiegui, je vais allez-y. peut-être continuer dans ma lancée. Madame, le problème de la cherté de la vie est adossé à la structure de notre économie. Si nous ne produisons pas et que nous importons, alors cela va se faire ressentir même sur le prix des denrées les plus minimes. Nous avons un problème de production, nous importons un peu trop. Commençons par produire. Mais pour produire aussi, il faut une culture de la production. Les entrepreneurs qui ont une culture d'entrepreneuriat. Attention, il ne suffit pas de donner de l'argent à quelqu'un, allez-y faire du taxi. De se lever un matin en et disant le je fais lendemain, de le taxi se l'entrepreneuriat. retrouve broyé, cassé. Non. Une culture de l'entrepreneuriat. On a créé une banque, la BCEG, la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon. Je pense, c'est pour amortir ce genre de choses. Et c'est pour donner des crédits aux Gabonais pour qu'ils puissent entreprendre. Entreprendre ici signifie créer. On lutte comment contre la vie chère au Gabon? Oui. La vie est trop chère. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la commerçante qui vous regarde, à ce jeune qui n'a peut-être pas un emploi, mais qui voudrait aussi vivre décemment, mais qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins parce que les coûts de la vie... Et quand on parle de vie chère, il n'y a pas que l'alimentaire, hein. Il y a également le loyer, il y a également ceci, cela, construire une maison, c'est difficile, acheter un véhicule. Ouh là là, malgré les décisions des autorités de la transition qu'on pouvait désormais importer les véhicules de moins de 10 ans ou de 10 ans maximum, comment on fait pour lutter contre la vie chère? Alors tout à l'heure, on parlait de... On était en économie, on parlait de la régularisation des situations administratives. Oui. Peut-être qu'on va revenir là-dessus lorsqu'on va aborder la question relative au social et à l'emploi. Je pense qu'il faut créer cette stabilité entre les salaires et le pouvoir et le coût de la vie, le pouvoir d'achat et le coût de la vie. Lorsque à chaque fois il y a la flambée des prix qui s'observe depuis plusieurs années déjà et que les salaires restent stagnants, c'est normal que le panier de la ménagère subisse le contrepoids. Ça, c'est la première solution. La seconde solution, c'est que c'est déjà louable que l'État fasse des efforts. Vous en avez énuméré quelques-uns. La question relative, par exemple, à l'importation des voitures et d'autres mesures qui sont de nature à saluer. Mais c'est aussi bien que des mercuriales soient établis, mais il faut également entreprendre de regarder ce qui se passe entre l'établissement de la mercuriale et la mise en application des prix qui ont été... La question du suivi, la question du contrôle des prix sur place. À la limite, j'ai envie d'oser... Nous avons plusieurs entités. La DGCC, par exemple, est-ce qu'elle a des contrôles récurrents? Est-ce qu'elle le fait? Est-ce qu'elle a un manque de moyens ou de ressources, comme on a l'habitude d'entendre sur nos plateaux? Finalement, monsieur le député, oui, monsieur Eba, on va certainement poursuivre, lutter contre la vie chère avec toutes les entités que je viens d'énumérer. La DGCC, on a pour d'autres on va dire, paramètres, la Gaza, la Ganor, on a même le ministère du Commerce qui parfois va avec la DGCC sur le terrain, mais comment on arrive à lutter? La lutte contre la vie chère, je pense, elle ne se décrète pas de façon automatique. Elle se travaille, je l'entends. Est-ce qu'on a le contrôle de notre économie? Grande question. Parce que le problème dans lequel nous sommes en réalité, c'est que nous avons beaucoup de frères d'autres pays qui viennent résoudre le problème du chômage de leur pays ici au Gabon, notamment à travers la fuite des capitaux. On travaille l'argent ici et l'argent sort. Directement. Parce que nous-mêmes également, en tant qu'État, on n'a pas mis des mécanismes pour lutter contre la fuite de ces capitaux. Parce que le fait que l'on puisse limiter les sorties d'argent crée des disponibilités dans des banques. Ces disponibilités permettront aux banques d'avoir suffisamment de liquidités
et peut-être de revoir à la baisse leur taux d'intérêt pour accompagner. Mais tant qu'on ne sécurise pas, c'est pourquoi beaucoup de pays comme le Maroc et j'en passe, on ne sort pas de l'argent là-bas n'importe comment, même dans certains de nos pays ouest-africains. Donc il y a cette réalité. On a à côté de la fonction publique générale vers laquelle on oriente tout le monde, mais qui est saturée parce qu'on vit dans un pays, on n'est pas en autarcie. On a les critères de convergence en zone CEMAC. Notre ratio masse salariale, recette propre est pratiquement autour de 50%. C'est-à-dire que toutes nos recettes propres aujourd'hui ne servent qu'à payer les fonctionnaires. On a une fonction publique parlementaire, une fonction publique locale qui n'a pas encore été développée. Dieu merci, qui a été consacrée dans la nouvelle Constitution. Ça permettra de créer des nouveaux emplois. Dans la nouvelle Constitution, on a consacré la décentralisation. Cette décentralisation donne vie justement à cette fonction publique locale. Ces jeunes qui étaient par exemple devant l'Assemblée nationale, qui demandent de l'emploi, qui cherchent à travailler, diplômés, je le précise. Justement, j'arrive. Oui, comment on les absorbe ces jeunes? Oui, allez-y, poursuivez. Donc, je parlais justement de la fonction publique locale, la fonction publique parlementaire qui peut être développée, qui permettra justement d'absorber assurément ces personnes, mais encore plus beau avec ce type de fonction publique, notamment locale, c'est que ça permet d'absorber de façon décentralisée. Tout le monde n'aura plus forcément besoin de venir travailler à Libreville, dans une fonction publique, mais au niveau local, dans les départements, on aura des postes budgétaires. C'est ça la fonction publique locale. Vivement on reste sur place. Qu'elle soit mise en œuvre, cette loi de la décentralisation. La décentralisation. Oui. À côté de ça, on continue à trouver des pistes de solutions. L'entrepreneuriat, et je suis totalement d'avis, ça ne se décrète pas, c'est une culture que nous devons d'avoir. On a la banque aujourd'hui qui a été mise en place. Mais à côté de ça, il faut mettre en place un ensemble de dispositifs, un écosystème. Oui. Et l'une des limites de nos politiques, c'est que quand on veut apporter une solution, on n'associe pas suffisamment ce qui constitue l'écosystème. Je prends un cas simple. Oui. Vous voulez promouvoir l'entrepreneuriat. Dans l'écosystème, on a des structures d'accompagnement en entrepreneuriat. L'NPI, les incubateurs d'entreprises qui existent. Le volet financier, vous avez la BCEG aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Mais à côté de ça, on a la SGG, la Société de garantie du Gabon, qui peut être une caution morale, une garantie pour les Gabonais qui solliciteront de l'argent, des crédits auprès de la BCEG, de façon à ce que les coûts et les taux d'intérêt soient suffisamment réduits. À la baisse. Mais il faudra aussi que la BCEG qui a été créée comprenne qu'elle n'est pas une banque commerciale comme les autres. Donc on ne va pas exiger à quelqu'un qui veut avoir un financement en entrepreneuriat, un titre foncier, un ceci, un cela. Donc il y a tous ces éléments-là dont il faut prendre en compte. Rapidement, 30 secondes, juste rappeler pour terminer. Le gouvernement on a voté une loi vendredi surpassé sur les activités commerciales. Depuis que le Gabon est Gabon, c'est la première fois qu'on a un texte qui clairement précise que 90% des emplois au Gabon doivent être réservés aux locaux. C'est la première fois. Donc c'est déjà... C'est aussi une avancée, une avancée effectivement à relever. Messieurs, j'aimerais qu'on termine, mais je sais que le temps qui nous est imparti, le réalisateur est déjà en train de me souffler, que c'est déjà terminé, mais quand même, il y a ces scandales sur lesquels nous ne pouvons pas passer parce que c'est aussi ça l'actualité en 2024. NAMGS, Gab Oil. Faubert, c'était particulier parce que... Mais on peut aussi en parler rapidement. Votre avis sur la question, votre analyse. Est-ce qu'on va toujours continuer à retomber dans les mêmes travers? J'en parlais déjà en politique. Ou est-ce que, quand on parle de restauration des institutions, mais ça passe aussi par la restauration des mentalités, de la gestion de la chose publique finalement, Monsieur Eban? Pour terminer votre mot, vous concluez, ensuite on passe. Ce que moi je propose au sujet de cette question, c'est davantage la nécessité de revenir à la bonne gouvernance économique. Bonne gouvernance politique, bonne gouvernance économique, ça va nous sortir de ce souci qui nous conduit toujours à vivre les mêmes travers chaque année, des questions relatives à la corruption, à la gabegie, ça pourra permettre de les résoudre. C'est vraiment la modeste proposition. Monsieur Matiengi et Monsieur Fumboula va conclure. Oui. J'ai énoncé 3 principes tout à l'heure lorsque nous étions en politique. Démocratie, équité, responsabilité. Oui. Le problème du Gabon, c'est que si la personne pense, dans notre psychologie, si une personne qui a été aux affaires perd son emploi, c'est l'échéance. Si on arrive à résoudre ce problème, c'est bon. La perte d'un emploi ne signifie pas la déchéance. Ou la perte d'une fonction. D'une fonction. Oui. On a été ministre. Je dirais même mieux fonction. La perte d'une fonction ne doit pas signifier la déchéance. Dès qu'on a résolu ce problème, vous verrez que l'honnêteté va commencer par arriver. Ça, c'est quelque part. Mais faisons en sorte, sur le plan économique, social, que la perte d'une fonction ne
ne signifie pas déchéance humaine. Quelqu'un peut perdre sa fonction et vivre décemment. On met juste les conditions. Et vous verrez que la moralité publique va commencer par venir d'elle-même. C'est l'équité. Simplement, il faut arrêter avec les nominations coquins, copains et tout ce qui va avec. Parce que rien ne peut expliquer que pour ces entités que vous avez citées, en l'espace d'une année, on est plusieurs directeurs généraux. Donc, il y a un problème au niveau des castings. Sur quelle base choisissent-ils ces profils pour qu'au bout de 2 mois... non, dans un moment donné, il faut qu'on arrête avec le copinage. Il faut mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Quand on parle de CNAMGS, prenez des spécialistes dans tout ce qui est sécurité sociale. N'allez pas chercher un parent qui est politicien pour en mettre directeur. Bien, non, il faut qu'on arrête avec. Et le véritable problème du Gabon, même en période de transition, je le décris tout le temps, c'est qu'on a le sentiment qu'on n'a pas encore fini avec la politique des affinités. Et ça, il faut qu'on arrête avec. L'actualité a été abondante en 2024. On ne pouvait pas refaire toute l'année, reparler de tous ces faits, mais quand même, on a essayé à notre façon. Et je vous dis merci à chacun de vous, messieurs. C'est désormais inscrit dans l'histoire. Le 30 août 2023, le CTRI a pris le pouvoir au Gabon et a promis la restauration des institutions dans le pays via un chronogramme de 2 ans avec plusieurs étapes. 2024 a été une année charnière pour la mise en œuvre de ce calendrier. Le dialogue national, on en a parlé, l'élaboration de la nouvelle constitution, le référendum qui visait à l'adopter et sa promulgation ont constitué les grands rendez-vous politiques de l'année qui s'achève. La réforme du code électoral a été amorcée. Elle est essentielle pour la suite des événements, notamment les élections générales de 2025. En économie, il y a certes une embellie et les réalisations actuelles confortent les partenaires au développement, mais l'État doit consentir plus d'efforts pour aider la ménagère à remplir son panier et lutter contre la vie chère. Dans le domaine du social, plusieurs secteurs sont en mouvement avec des actions concrètes. On en a parlé. La Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon a vu le jour. Plus de 10 000 postes budgétaires, même si elle est déjà saturée, ont été accueillis et créés dans la fonction publique. Plusieurs chantiers sont visibles, à l'instar de la reconstruction de la cité de la démocratie. C'est un clin d'œil pour notre démocratie au niveau du Gabon. Les Gabonais tiennent leur place de la libération. Lorsqu'il y a eu la promulgation de la Constitution, on a vu cette belle place baptisée Place de la Libération. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions, bien que confronté au défi de la restauration des institutions, s'est également engagé dans la construction du pays. 2025 est donc une année avec de grands enjeux et aussi beaucoup d'espoir, chers téléspectateurs. J'ai été ravie d'être des vôtres pour revivre avec vous les faits marquants de l'année 2024. J'espère vous retrouver très vite avec de nouveaux challenges, surtout en ce qui concerne l'actualité. Surtout, écrivons l'histoire ensemble pour notre pays, le Gabon. Et je vous souhaite d'ores et déjà bonne et heureuse année 2025. Au revoir.